Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir au CUM et nous sommes très heureux d'accueillir nos invités. Nous allons partir aujourd'hui vers les étoiles, vers le ciel, vers l'infini, mais l'infini quand même à partir de nos beaux territoires. Donc nous accueillons avec grand plaisir Anthony Turpot et Cyril Baudouin qui ont écrit ensemble à quatre mains un très joli livre puisque l'un est photographe et l'autre scientifique. Donc ils ont fait communion de leurs talents respectifs pour vous offrir voilà, un beau voyage à travers les étoiles, la Voie lactée, l'infini. Enfin, tout ce dont nous avons grandement besoin aujourd'hui en ces périodes un petit peu troublées. Donc, je vous remercie d'être là. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Je les remercie également d'être avec nous aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne conférence. Bonjour à tous. Alors, en fait, pour commencer le diaporama, on va juste vous présenter en fait la genèse de ce projet d'ouvrage, l'empreinte du ciel étoilé. En fait, c'est un hasard qui a fait qu'on se soit rencontrés. En fait, on a tous les deux travaillé sur un projet commun qui était la réserve internationale de ciel étoilé. Et donc Cyril travaillait donc au montage du dossier de la réserve, et moi je faisais des séries de photographies justement pour le même dossier. Et un jour Cyril m'appelle, on se connaissait pas du tout, il avait vu mes photos et il me dit ben voilà, moi j'aimerais bien faire un livre parce que j'ai tout un contenu historique que j'aimerais mettre en valeur. Et moi j'avais environ 3 ans de photographie, donc de ciel étoilé notamment, qui mettent aussi en valeur le patrimoine en fait du ciel étoilé de la Côte d'Azur. Et j'ai dit ben moi aussi je cherche à faire un livre, mais j'avais pas le fil conducteur. Et donc en discutant tous les deux, on est arrivé voilà, à un consensus. Et on est arrivé donc à l'ouvrage qu'on va vous présenter. Alors, en fait, on va rentrer un peu dans l'ouvrage, mais on ne va pas non plus tout vous dévoiler pour vous donner aussi l'envie de le lire. Et donc là, on va devoir couper complètement la lumière pour se plonger dans le monde de la nuit, parce que sinon, ça fait de la pollution lumineuse, on ne verra pas les étoiles. Et donc voilà, on va commencer cette conférence. Voilà, donc l'empreinte du ciel étoilé. Scolaires et les enseignants. Et en fait, oui, pour compléter ce que vient de dire Anthony, l'idée originale du livre, originelle même, c'était en fait, moi ce que j'avais en tête, c'était de faire un livre sur effectivement le ciel étoilé, mais d'une certaine manière en ayant les pieds bien ancrés dans le sol, et pas dans n'importe quel sol, dans notre territoire ici. Donc le territoire de la réserve internationale de ciel étoilé dont on va vous parler, qui en gros se partage et s'étale sur le parc du Mercantour, donc à cheval entre les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence, et sur le fait d'essayer de valoriser quelque chose qui est finalement assez méconnu, qui est qu'on a ici, sur ce territoire particulier, donc non seulement un ciel d'une qualité exceptionnelle, même si elle se dégrade très largement maintenant depuis quelques temps, mais que justement, en lien avec cette qualité de ciel, il y a toute une histoire sur les astronomes justement qui sont venus sur ce territoire pour observer le ciel depuis la fin du 19e siècle, depuis le début des observatoires professionnels. Et en fait, cette histoire-là des sites d'observation astronomique sur notre territoire, elle raconte aussi une histoire des observatoires scientifiques de manière générale depuis le XXe siècle. Donc c'est cette histoire-là qu'on voulait raconter, et tout ça en lien évidemment ancré dans notre territoire avec tout ce que ça implique d'évolution géographique et de divers patrimoines, les accès aux montagnes, etc., qui sont très spécifiques aux Alpes-Maritimes. Alors, j'ai parlé du 19e siècle, on peut même remonter encore beaucoup plus loin, quelques millénaires en arrière, si on essaye de trouver le moindre petit jalon qui parle du lien de notre territoire avec les étoiles. Ça, c'est une photo, je pense que la plupart d'entre vous ont dû reconnaître, c'est une photo qui est prise dans la vallée des Merveilles,
Donc une vallée, un site de gravure qui date d'il y a 4 à 5 000 ans, qui date de l'âge de bronze, donc au-dessus de la vallée de la Roya. Et le lien avec les étoiles, alors il y a eu diverses interprétations qui sont toujours à prendre avec d'énormes pincettes, parce qu'on a quand même des traces qui sont juste des gravures, donc on peut leur faire dire, surtout quand là les gravures dont on parle, c'est quand même des choses qui sont assez schématiques, des points, etc. Donc on peut leur faire dire un certain nombre de choses largement au-delà de ce qu'ont voulu signifier les personnes qui les ont faites, et on le saura probablement jamais. Mais il n'empêche, il y a eu un certain nombre d'interprétations en lien avec l'astronomie. Astronomie, c'est un bien grand mot, disons l'observation du ciel et une interprétation du ciel de ces peuples-là. Alors, c'est pas complètement, comment dire, ça a du sens d'imaginer ça, parce qu'on sait qu'il y a d'autres sites, alors plus loin dans le temps encore, notamment dans les grottes de Lascaux, ou enfin un certain nombre de sites préhistoriques pour le coup, pour lesquels il y a des interprétations un peu plus précises sur des traces d'observation du ciel. Mais voilà, c'est aussi pour faire une sorte de clin d'œil à ce magnifique endroit qui est la Vallée des Merveilles, et qui est un endroit aussi qui a toute une empreinte de sacré. Et donc on peut imaginer facilement que dans un endroit comme ça, quand on passe la nuit là-bas, il y a une sorte d'émerveillement qui se produit et de fascination pour le ciel. Et donc une partie des choses qui ont pu être inscrites en termes de gravure sur ces rochers puisse avoir un lien avec l'interprétation du ciel et un mythe, des mythes qu'on peut imaginer en lien avec le ciel. Alors là, on fait un grand saut dans l'histoire. Là, on passe au 19e siècle. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés sur le site historique de l'Observatoire de Nice, sur le Mont Gros, au-dessus sur la route de la Grande Corniche. Alors, il y aurait, sur chaque photo, je pourrais parler pendant 1 heure à chaque fois, donc je vais essayer de faire court pour laisser la parole aussi un peu à Anthony quand même. Le lien avec notre histoire, c'est justement que c'est le premier jalon dans notre histoire des observatoires astronomiques construits sur notre territoire. C'est notre premier jalon, en fait. L'observatoire de Nice, c'est un observatoire qui a été construit à la fin du 19e siècle, à la fin des années 1870, début des années 1880. L'inauguration, je crois que c'est 1881. Et sur cet observatoire, il y a notamment, alors il y a plusieurs choses très intéressantes, mais en termes de patrimoine réellement impressionnant, il y a cette grande lunette. La grande lunette qui fait ce qu'on appelle son ouverture, c'est-à-dire le diamètre de la lentille dans laquelle arrive la lumière, fait 76 cm. Alors c'est énorme, hein. C'est encore aujourd'hui une des plus grandes lunettes astronomiques du monde et qui est toujours en fonctionnement. Alors pas exactement pour faire de la science d'avant-garde, mais malgré tout, elle observe encore le ciel. Donc c'est pour dire que c'est des choses qui sont solides. Donc il y a d'une part la taille de la lunette, mais il n'y a pas que la taille. La coupole qui est autour a été dessinée par Gustave Eiffel. Donc il y a toute une histoire à la fois en termes de patrimoine architectural, etc., pour construire pour cette coupole et cette lunette. Et voilà, donc l'histoire débute là-bas. Donc j'invite tous ceux qui n'ont jamais visité l'Observatoire de Nice à aller voir ça, parce que c'est vraiment impressionnant. Et pour le coup, c'est quelque chose de quasiment unique au monde, hein. Aujourd'hui, c'est une des seules plus grandes lunettes qui est encore en fonctionnement. Alors, nouveau gros saut dans le temps. On ne suit pas forcément l'histoire du livre, hein. Là, on vous raconte un peu une histoire aussi en lien avec les photos qu'on avait envie de vous montrer, hein. Ça, c'est le plateau de Calerne, sur lequel est un des sites d'observation aujourd'hui de ce qui s'appelle plus l'Observatoire de Nice, mais l'Observatoire de la Côte d'Azur, puisqu'il regroupe plusieurs
voilà, c'est l'évolution institutionnelle de la recherche scientifique qui regroupe plusieurs laboratoires, plusieurs sites d'observation, etc. Et donc ça, c'est un peu dans notre livre, en tout cas, en termes chronologiques, c'est plutôt vers la fin de notre histoire. Le plateau de Calerne, il est situé au-dessus de Grasse, à une altitude qui n'est pas très élevée, et ce qui fait justement une de ses caractéristiques, puisqu'on se dit aujourd'hui que les observatoires sont plutôt situés dans des lieux très très élevés, sur les plateaux du Chili à 4000 mètres d'altitude, à Hawaï, à côté du volcan Mauna Kea, pareil, à presque 5000 mètres d'altitude, etc. Et là, on n'est pas du tout à ces altitudes-là, on est autour de 1200 mètres. Et en fait, c'est un site qui a été choisi à la fin des années 60, pas pour les critères habituels des observatoires astronomiques qui sont essentiellement ce qu'on appelle la transparence du ciel. Et c'est pour ça qu'on va plus en altitude, c'est-à-dire l'objectif, c'est vraiment de monter le plus haut possible dans l'atmosphère pour diminuer le plus possible la couche d'atmosphère qui est traversée par la lumière et qui perturbe la lumière et qui embête les astronomes. Là, un des critères principaux, c'était justement d'être plus à proximité de la mer, justement pour viser une stabilité maximale de l'atmosphère, pour faire un certain nombre de mesures. Alors voilà, en termes scientifiques, c'est de l'astrométrie, c'est-à-dire mesurer précisément la position des astres dans le ciel. Et il est réputé aujourd'hui, l'observatoire de Calerne, notamment pour il y a plein d'expériences scientifiques, mais une des expériences scientifiques qui fait qu'il est connu dans le monde entier, ce sont ces célèbres tirs laser. Il y a un laser qui est tiré maintenant depuis les années 1970, notamment vers la Lune, et qui mesure avec précision la distance Terre-Lune. Et quand je dis avec précision, c'est à moins du centimètre près, hein, au millimètre près. Donc c'est vraiment une performance en termes scientifiques qui a tout un tas d'applications, alors en recherche fondamentale, hein, notamment sur la validation de la théorie de la relativité générale, sur plein de choses. Et donc aujourd'hui, il est réputé essentiellement pour ça. Et c'est un lieu où on peut aller se balader tout le temps, hein, puisqu'il y a un sentier qui traverse le plateau de Calerne. Et puis, tous les 2 ans, il y a un événement qui s'appelle la Nuit des coupoles ouvertes, qui ouvre justement, comme son nom l'indique, l'ensemble des coupoles qui sont présentes sur le plateau. Et durant cet événement, durant cette nuit, les scientifiques présentent leur travail et on peut observer dans les télescopes. Alors, cette photo, en fait, elle est on a vu que depuis tous les temps, en fait, les hommes, ils se sont un peu, en fait, ils ont voulu comprendre un peu ce qu'il y avait dans le ciel. Et en fait, pour regarder le ciel étoilé, il faut s'éloigner en fait des villes et des villages. Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a dès qu'on est autour des grandes villes, on a un halo lumineux qui éclaire bien au-delà de la ville. Donc là, c'est une photo qui est prise de Nice, hein, tout simplement. Et donc, on se rend compte que les nuages au-dessus sont complètement éclairés par l'éclairage public. Donc, c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Et donc là, on a toute la frange littorale qui est quand même sous ce dôme de lumière. Par contre, dès qu'on s'éloigne, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin dans l'arrière-pays ou dans même le moyen pays niçois pour se rendre compte qu'on a des ciels d'une qualité exceptionnelle. Et voilà, donc là c'est une carte à l'échelle française. Donc pour vous montrer un petit peu la pollution lumineuse en France, et on se rend compte que finalement il y a très très peu d'endroits qui sont favorables à l'observation du ciel. Alors comment on lit cette carte? En gros, plus c'est sombre, plus le ciel est de qualité, et puis plus c'est blanc ou rouge, on a des ciels d'une qualité très très médiocre, on ne voit pas d'étoiles en fait. Voilà. Donc on se rend compte que du côté de Nice, on ne voit pas grand-chose. Par contre, dès qu'on s'éloigne et qu'on rentre un petit peu dans les montagnes de l'arrière-pays, on a de suite, on trouve en fait le ciel étoilé, donc c'est parti sombre. Et on se rend compte qu'en France, finalement, il y a très très peu d'endroits où il est possible d'observer les étoiles, en tout cas correctement.
Et en fait, ces endroits correspondent souvent aux zones sous-peuplées, donc les zones de montagne notamment. Et donc c'est pour ça que là, on se rend compte que ça, en fait, tous les massifs de montagne en France sont pratiquement favorables à l'observation du ciel. Et c'est dans ces massifs que se sont créés également, en partie, pour certains massifs en tout cas, des réserves de ciel étoilé. Donc on en a une ici depuis 2021, donc sur laquelle on a tous les deux travaillé, Cyril et moi. Donc voilà, la réserve de ciel étoilé Alpes d'Azur Mercantour. Donc finalement qui prend naissance très très près de la côte, puisque dès qu'on s'éloigne un petit peu de la frange littorale, de suite on commence à observer donc une qualité de ciel. Et puis plus on monte vers le nord du département, là en fait il y a moins de population aussi. On monte plus haut aussi en altitude, ce qui fait qu'on a un ciel aussi de meilleure qualité, avec par endroits un ciel qui vaut largement, enfin qui est de reconnaissance européenne voire mondiale, avec la cime de la Bonnette notamment. Et puis voilà, on a une toute petite partie aussi donc du 04, Lac d'Alos, le Val de Ronaille, donc qui font partie de cette réserve de ciel étoilé. Et donc c'est un projet de territoire qui vise à récompenser les communes aussi pour les actions qu'elles mènent pour réduire la pollution lumineuse. Donc ça passe par la rénovation de l'éclairage public, des extinctions aussi de certains quartiers, de façon vraiment à retrouver un petit peu les étoiles, mais également en fait c'est tous les bénéfices que ça peut avoir aussi sur l'environnement, notamment en fait toute la biodiversité nocturne. Donc on retrouve les chauves-souris qui viennent chasser un peu les insectes, certains insectes nocturnes qui sont aussi en fait des grands pollinisateurs, on les oublie souvent. On pense souvent aux insectes de jour, les abeilles, les papillons. En fait, la nuit, il y a énormément de petites bêtes qui fourmillent à droite et à gauche et qui participent largement donc, à la pollinisation. Et donc voilà, donc c'est un grand projet de territoire qui a aussi aujourd'hui vocation à s'étendre. Donc là, vous voyez que ça coupe le département en deux. Hein. Et donc voilà, aujourd'hui, la vocation de cette réserve de ciel étoilé, c'est aussi de sensibiliser un petit peu tout ce qu'il y a autour et que ça s'étende. Voilà, donc là, il y a un projet d'extension plutôt vers la frontière italienne, de façon à couvrir l'autre partie du département. C'est un projet qui est né à la fin qui est né en 2017-2018 et qui a été inauguré en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Fin 2019. Non, fin 2020. Ouais. Bon, bref, ouais. ça fait 4 ans. Alors, pour réaliser le livre, alors on s'était fixé un certain nombre de choses à faire, à photographier pour que ça corresponde un petit peu au texte de Cyril. Donc certaines photos, j'avoue que ça a été vraiment un challenge. Il faut savoir qu'on a réalisé, en fait, on a fait ce livre en période aussi de Covid. Donc vous imaginez un petit peu les difficultés qu'on a pu rencontrer. Et donc là, en fait, on va rentrer progressivement dans le monde de la nuit. Donc là, c'est une photo qui a été prise du Mont Vial, donc avec le soleil couchant, donc plutôt vers l'ouest. Donc en gros, les préalpes, les préalpes. Et puis ensuite, on a toute la partie nord-ouest qui s'étend, qui est déjà dans l'ombre. Et dès qu'on rentre dans le ciel étoilé, le genre de spectacle qu'on peut avoir. Alors, toutes les photos que vous allez voir de ciel étoilé, évidemment, à l'œil nu, on ne voit pas tout à fait la même chose. Tout simplement parce que notre œil, la nuit, ne nous permet pas de voir les couleurs. Donc là, vous voyez, il y en a une voie lactée, on voit il y a des choses un peu colorées qui sont par ici, par là. Voilà. De plus, l'appareil photo, en fait, il y a des techniques de prise de vue qui vont faire en sorte qu'on va révéler le ciel. Donc ça s'appelle en fait de la pose longue et en fait une technique de photographie qui s'appelle le stacking, en fait l'empilement d'images, qui fait que en gros je prends plusieurs photos et ensuite je les superpose les unes sur les autres et en gros on va accumuler le signal. Donc en gros on va accumuler la lumière, on va accumuler les couleurs, ce qui fait que ça donne un détail qui est plutôt exceptionnel. Voilà. Et donc pour cette photo, donc c'est une vue panoramique à 180 degrés. Donc depuis la cime de la Bonnette, donc là on est tout au nord du département. C'est un lieu qui est accessibilité, donc qui se situe à environ 2800 mètres d'altitude. Et donc avec une vue magnifique sur une grosse partie des Alpes du Sud. Donc là, pour ceux qui connaissent un peu ici, on a le Mont Viso, donc un sommet qui a plus de 3000 mètres donc en Italie.
Et puis ici, en fait, on a le massif de Mercantour, Gialorgue, voilà. Donc ici, on a la vallée de la Tinée. Et puis alors, ce qui est assez remarquable, c'est que là, je suis à peu près à 110 km à vol d'oiseau de la Côte d'Azur. Et vous voyez en fait le halo lumineux qui est ici. C'est le halo en fait de pollution lumineuse de Nice et de la Côte d'Azur. Et puis j'ai la même chose ici. Je suis à peu près équidistant, à peu près 110 km de la ville de Turin. Donc vous voyez ici, on a la ville de Turin qui est claire. Et puis entre tout ça, là on a en fait on a ce qu'on appelle du ciel noir, avec quelques halos lumineux sur Cuneo et tout ça, mais on a un ciel d'une qualité exceptionnelle qui est aujourd'hui reconnu par de nombreux astronomes qui viennent en fait faire des observations durant l'été, donc sur ce lieu en particulier. Et donc la Voie lactée, ce qu'on vient de voir, c'est la Voie lactée, et donc en fait c'est le nom qu'on donne à notre galaxie. Alors notre système solaire, il est ici. Et tout ce qu'on voit en fait dans le ciel toutes les nuits, c'est comme si on regardait notre galaxie sur la tranche. Donc notre galaxie, il faut imaginer ça comme un disque en forme de spirale. Et en fait, on le regarde par la tranche du fait de notre situation dans la Voie lactée. Donc ce sont des milliers, des milliards et des milliards d'étoiles qu'on peut observer. Alors à l'œil nu, évidemment, on en voit beaucoup moins. Je vais juste revenir, voilà. Mais par contre, voilà, si on se plongeait, si je pouvais zoomer sur certaines parties de photos, en fait, plus on zoome, plus on voit d'étoiles, etc. Et ça paraît vraiment infini. Et alors, ce qu'on voit également sur cette diapositive, c'est qu'il y a des zones un peu qui sont colorées aussi, qui se trouvent en fait voilà, dans la Voie lactée. Donc, les zones colorées, c'est ce qu'on appelle des nébuleuses. Donc, ce sont des amas de gaz donc, qui sont présents dans notre galaxie. Et c'est souvent les endroits où vont se créer également des étoiles, comme notre Soleil. Et puis après, toutes les parties un petit peu sombres qu'on voit, ce sont des poussières qui sont dans notre galaxie et qui cachent la lumière des étoiles. Donc voilà, et au milieu de tout ça, on a des constellations, etc. Et là, on voit une petite tache un peu floue, qui est une galaxie, qui est la galaxie d'Andromède, que je crois qu'on verra un peu plus tard en photo. Oui, tiens, tu peux passer sur l'image d'après. Juste, comme on voit des photos, et qui dit photo et image, des fois on a l'impression que la notion de réalité devient un peu floue. Personne n'a jamais pris cette photo. Là, on est à une distance qui serait juste considérable. En fait, ça, c'est une représentation qui est faite à partir justement de données qu'on peut collecter sur les distances des étoiles les unes par rapport aux autres, et donc c'est une reconstitution. Alors c'est peut-être une évidence ce que je viens de dire, mais c'est juste que comme on voit tellement de photos aujourd'hui, de télescopes, etc., personne n'est en capacité, et peut-être jamais, de prendre ce genre de photos, parce que là, étant donné que le diamètre de notre galaxie, c'est à peu près 100 000 années-lumière, là c'est comme si on était à une distance qui est juste inatteignable par des moyens humains, en tout cas aujourd'hui, et même par Elon Musk. Alors donc là, c'est une vue un peu plus zoomée, oui et non, en fait, c'est une partie de notre Voie lactée. Alors, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le bulbe de la Voie lactée. Donc en fait, là, on est dans un ciel qui est le ciel qu'on pourrait observer au mois de mai-juin, à partir de mai. Et ensuite, progressivement, en fait, vous rappelez l'arc qu'on a envoyé tout à l'heure, en fait, du fait de la rotation de la Terre autour du Soleil, on va voir selon les saisons différentes parties de la Voie lactée. Et puis, en ce moment, on a un ciel qui est complètement différent. On ne voit pas du tout cette partie-là, tout simplement parce qu'elle est cachée. En fait, on l'aurait en plein jour, mais voilà. Et donc là, on voit quelques nébuleuses qui apparaissent ici. On voit aussi des artefacts, des restes en fait de la création de notre galaxie. Donc ces amas d'étoiles. Donc ça fait un petit peu, voilà, on voit que ça fait des choses un peu globuleuses, voilà. Donc là, ce sont des restes de la création de notre galaxie. Et puis on voyait toutes ces poussières. Donc là, en fait, pour réaliser un petit peu l'ouvrage, en fait, le livre, en gros, j'ai un peu été sur différents sites qui sont évoqués dans le livre. Donc là, on est toujours dans la vallée de la Tinée. Donc là, on est du côté du Mont des Fourches, qui était un site qui a été un peu exploré pour en fait, l'installation d'un éventuel télescope.
Voilà, bon après il y en a eu d'autres, plein d'autres. Mais voilà, donc c'était aussi pour vous montrer la qualité du ciel. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour pouvoir observer des ciels en fait d'une qualité exceptionnelle. Alors pour faire les images, eh ben, alors j'y suis allé un peu en toute saison parce qu'il fallait autant des photos de ciel d'hiver que de ciel d'été. Et donc là, je vous partage aussi les ambiances que j'ai pu rencontrer, parce qu'au-delà en fait, d'aller juste prendre des photos de ciel étoilé, il y avait aussi toute l'approche. Donc il y a des endroits qui sont peu accessibles en hiver, donc il y a plusieurs heures de marche pour y aller. Et puis, en fait, il faut attendre progressivement de rentrer dans la nuit. Donc on a souvent des lumières qui sont particulières, donc avec des jolis couchers de soleil. Donc là, le soleil est en train de se coucher dans mon dos et donc éclaire en fait de façon un peu rosée. Là, ça c'est toujours le mont des Fourches. Donc éclaire un peu voilà avec ce rose là sur la neige. Donc voilà, il y a vraiment des très très belles ambiances. Et puis voilà. Donc là, il fait pratiquement déjà nuit. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu. Enfin, là sur la photo, on a l'impression que c'est encore en plein jour. Pourtant, à l'œil nu, c'est entre chien et loup déjà. Donc là, le soleil est déjà couché dans mon dos. Et ce qu'on observe ici, donc c'est un phénomène qui est visible le matin et le soir, donc au lever du soleil ou au coucher du soleil, mais c'est toujours opposé au lever ou au coucher du soleil. Donc là, le soir, en gros, cette bande violacée, donc qu'on appelle la ceinture de Vénus, et en fait, c'est voilà du côté est. Et en gros, c'est le soleil qui est déjà bien sous l'horizon et qui éclaire en fait les basses couches d'atmosphère et qui donne cette teinte rosée. Et au fur et à mesure en fait que le temps passe, vous allez voir en fait cette bande rosée qui va monter dans le ciel et dessous vous avez une bande bleue qui apparaît. Et ça c'est l'ombre de la Terre. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle la ceinture de Vénus. Et voilà, c'est observable le matin et le soir. Et donc là, dehors il fait moins 17. Donc là, il y avait en fait, je voulais un peu faire voilà, du ciel d'hiver. Donc là, je suis parti faire les photos donc, en hiver. En gros, quand je fais les images en été, j'ai à peu près 20-25 kg de matériel sur le dos pour aller en altitude. Et en hiver, le matériel est plus lourd parce qu'il fait plus froid. Voilà, il faut prendre un peu plus de choses. Et donc là, j'ai un petit traîneau que je trimballe derrière moi, ce qu'on appelle une poulka, c'est un traîneau norvégien. Donc là, je suis parti à ski. Et voilà, j'ai dormi voilà, sous la tente. Il faisait très frais. Le matin, c'était un peu sportif parce que j'avais oublié de mettre les chaussons de ski au fond du sac de couchage, ce qui fait que le matin, ils étaient un peu gelés. Donc il a fallu que je tape du pied pour mettre les pieds à l'intérieur du chausson. Donc c'est comme si vous mettiez les pieds dans un congélateur ou un gros glaçon. Mais après, ça se réchauffe vite, mais voilà. Tout ça pour faire les photos que je lui avais demandées. Hein. Alors, si on continue sur un peu au hasard de la chronologie, mais là vers un autre site d'observation astronomique. Donc là, on est à la Foudalos, donc dans le haut de la vallée du Haut-Verdon, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors là, ce qu'on voit sur cette photo, donc là, vous voyez sur la droite la remontée du télésiège, parce que la Foudalos, alors je ne sais pas si vous connaissez tous, en fait, c'est une station de ski. Donc il y a la station du télésiège et juste à droite, là, voilà, il y a un bâtiment. Alors sous cet angle-là, c'est vrai qu'on le voit un peu moins, mais en tout cas, vous pouvez nous croire, c'est un bâtiment qui est un ancien observatoire, ou en tout cas une ancienne station d'observation, qui aujourd'hui a perdu sa coupole. La coupole, c'est pratique pour opérer les observatoires, mais là, du coup, on a l'impression que c'est décapité pour le coup. C'est une station d'observation qui a été installée à la fin des années 60, début des années 70, par le laboratoire d'astrophysique spatiale de Marseille. Et là, pour le coup, pour tester des instruments qui allaient être envoyés dans l'espace sur des satellites.
Alors, pourquoi ils avaient besoin d'une station? Pour tester ces instruments. Et en fait, ce qu'ils recherchaient particulièrement, donc le laboratoire d'astrophysique spatiale, comme son nom l'indique, était spécialisé dans tout ce qui était instrumentation spatiale. Et en particulier dans une gamme de lumière qu'on appelle les ultraviolets. Alors, vous les connaissez parce qu'on y est sensible et c'est ça qui nous bronze ou même nous donne des coups de soleil. Et en fait, alors eux, ils concevaient, ils conçoivent des instruments qui vont dans l'espace pour être au-delà de l'atmosphère qui nous protège justement de ces ultraviolets, notamment cette fameuse couche d'ozone. Il n'empêche, au sol, plus on monte en altitude et plus on a accès à cette gamme de longueur d'onde, à ces ultraviolets. Donc ils étaient intéressés pour tester leurs instruments à aller dans un site en altitude. Ils cherchaient un site qui était pas trop loin de Marseille. Ils cherchaient un site qui permettait un accès été comme hiver et un site qui permettait d'accéder facilement à l'endroit où ils allaient installer l'observatoire. Donc si on fait la liste de tous ces critères, il reste les stations de ski. Donc à la fin des années 60, il n'y en a pas 50 000. Ils avaient trois options. Il y avait un autre lieu qui était envisagé plutôt dans les Hautes-Alpes du côté de Saint-Véran, au pic de Château-Renard, qui depuis est devenu un autre observatoire, ou un site en Autriche. Mais en tout cas, il y avait le problème de l'éloignement de Marseille, donc ils ont choisi ce site-là. Et ils ont fait deux grandes campagnes d'observation au milieu des années 70 et puis au début des années 80. Et puis après, l'évolution de l'industrie spatiale se faisant avec le temps, ce type de test d'instruments est devenu inutile. En tout cas, il ne se faisait plus de cette manière-là. Donc la station d'observation a été abandonnée progressivement, mais elle est restée dans le paysage, comme on peut le voir, en tout cas le bâtiment. Il a même été utilisé comme bistrot de l'observatoire, enfin squatté même, on pourrait dire, comme bistrot de l'observatoire pendant un hiver de manière un peu sauvage. Et aujourd'hui, l'observatoire est toujours présent dans le paysage à la Foudalos parce qu'il y a toujours le téléphérique le télésiège qui s'appelle le télésiège de l'observatoire et puis la piste qui descend qui s'appelle la piste de l'observatoire. Donc maintenant, pour ceux qui vont skier là-bas, vous saurez qu'il y avait vraiment un observatoire là-bas. Et pour finir sur la petite histoire, en fait, au milieu des années 90, c'est un club, une société d'astronomie amateur qui a récupéré la coupole, qui est aussi dans les Alpes de Haute-Provence, mais de l'autre côté de la Durance, donc à Saint-Étienne-les-Orgues. Et ils ont dû transporter la coupole en hélicoptère. Donc il y a eu un vol d'hélicoptère sur 60 à 70 km à travers les Alpes de Haute-Provence qui transportait une coupole. Voilà. Il y a eu des articles à ce moment-là dans la Provence, etc. Pour finir. Et là, on voit bien la ceinture de Vénus. D'ailleurs, je suis en train de. Mais voilà, c'est ce que tu voulais dire. Alors on la voit très bien. Et on voit bien l'ombre de la Terre aussi sur la droite. Voilà, donc là, on a la même photo que tout à l'heure, mais prise, on va dire, 1 heure plus tard. Donc, vous voyez cette ceinture de Vénus, en fait, qui colore tout en rose. Et avec la neige, c'est vraiment des paysages qui sont très, très doux. Voilà, une autre ambiance avec la pleine lune aussi qui est déjà bien haute dans le ciel. Et puis, on a aussi d'autres phénomènes. Donc ça, c'était dans la liste de courses de Cyril. Donc, c'était de photographier la lumière zodiacale. Donc, en fait, qui est... alors, je te laisse... Oui. Alors, la lumière zodiacale, c'est ce triangle. Là, c'est vraiment l'obscurité totale. Ah. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, la lumière zodiacale, en fait, vous savez, on est dans le système solaire. En fait, il faut imaginer ça vraiment comme un disque. Donc, il y a l'ensemble des planètes qui sont en orbite autour du Soleil. Et lors de la formation de chacune de toutes les planètes, il y a à peu près 5 milliards d'années, enfin 4,5 milliards, bon, on n'est pas à 500 millions d'années près. Et lors de cette formation, en fait, il y a eu l'accrétion, c'est-à-dire le fait que des grains de poussière s'agrègent.
Et en fait, ils ne se sont pas tous agrégés. Il en reste encore il reste beaucoup de grains de poussière, des astéroïdes, des météorites, des comètes, etc. Et en fait, tous ces grains, aujourd'hui, on peut encore... Enfin, ils sont toujours là. Donc, il y a des grains de taille très différentes, hein, mais essentiellement millimétriques, centimétriques. Et en fait, le Soleil, quand il nous parvient, il peut être diffusé, en particulier... C'est un phénomène qu'on peut voir particulièrement le soir et la nuit, parce que le reste du ciel n'est pas illuminé. On peut voir l'ensemble de ces grains qui diffusent. Et c'est ça qu'on voit en fait ici. Alors, faut s'imaginer que le disque qu'on voit, le disque, un peu comme la Voie lactée tout à l'heure, hein, le disque de notre système solaire qu'on voit par la tranche, puisqu'on est à l'intérieur, en fait, là, du coup, la tranche est un peu décalée. C'était le triangle que faisait Anthony tout à l'heure, c'est-à-dire que le disque, là, il va en diagonale, voilà, vers là. Et donc, là, ce qui est à l'intérieur du disque, qui est plus vers le Soleil, qui est très illuminé, voilà, c'est la base du triangle. Et voilà, alors on appelle ça la lumière zodiacale parce que, bon, je ne vais pas faire tout un cours d'astronomie, mais parce que, en fait, voilà, dans cette ligne-là qui est traversée par le Soleil au cours de l'année, il y a ça s'appelle le zodiaque, c'est les constellations du zodiaque, que j'ai remarqué d'ailleurs, que vous avez tout là-haut. Alors là, on ne les voit pas parce qu'il fait sombre, mais il y a les 12 constellations du zodiaque, qui normalement sont 13 d'ailleurs, mais qui sont là-haut sur le plafond. Et alors, juste pour finir là-dessus sur des choses un peu moins scientifiques, la lumière zodiacale, c'est quelque chose qui, quand on réussit à l'observer ou à la photographier, c'est vraiment un signe d'une qualité de ciel extrême. Parce que c'est vraiment quelque chose d'infime et de difficile à observer aujourd'hui dans la plupart de nos ciels. Je pense qu'il y a peu d'endroits en France aujourd'hui où on peut encore l'observer. Et alors, j'ajoute que c'est aussi un phénomène qui est visible à l'œil nu. Voilà, donc là, il y a eu la photographie, mais je le distinguais très très bien à l'œil nu. Cette photo, c'est juste pour illustrer un petit peu la façon dont je travaille quand je suis sur un site. Cette photo-là, elle a été prise à 3h30 du matin parce que je voulais l'alignement de la tente avec la Voie lactée. En gros, du fait de la rotation de la Terre sur elle-même, les choses, en fait, le ciel, il change très très vite durant la nuit. Ce qui fait que pour certaines images, il faut se lever à une heure bien précise. Donc là, en gros, j'avais 20 minutes pour faire cette photo. Et si j'attendais trop longtemps, parce que là on est déjà au mois de mai, donc là je suis sur un névé, voilà. Et si j'attendais un peu trop longtemps, j'avais la lumière du soleil qui commençait à arriver à l'horizon. Donc il faut savoir que pour faire les photos de ciel étoilé, de Voie lactée, c'est 2 heures après le coucher du soleil, jusqu'à 2 heures avant le lever du soleil. Parce qu'au-delà, en fait, on a déjà la lumière du soleil qui atténue largement en fait, la visibilité de la Voie lactée et des étoiles. Donc voilà. Et donc là, c'est pour ça que cette photo, elle est peut-être un peu plus bleutée que les autres, parce que le soleil commençait déjà à arriver tout doucement, la lumière du soleil commençait déjà à arriver à l'horizon. Alors j'espère que ça a marché. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'est un coucher de lune.
Donc vous voyez, en fait, dès qu'il y a la Lune, on voit pratiquement pas d'étoiles. Et par contre, on va dire que c'est qui était presque instantané, parce que là, vous avez l'équivalent d'une nuit pratiquement de photographie. Et pour faire juste la petite vidéo qui est quand même très courte. Et pendant en fait le moment où la Lune est claire, effectivement, on voit pas du tout d'étoiles. Et puis en fait, on se rend compte très très vite que dès que la Lune est couchée, il y a tout le ciel étoilé qui apparaît. Et puis sur la fin de la vidéo, donc là c'était le lever de soleil, donc qui se lève dans mon dos. Et là, on voit très bien l'apparition en fait de cette ceinture de Vénus là, avec l'ombre de la Terre qui s'atténue complètement. Et puis c'est surtout qu'on était à un endroit un peu remarquable, puisqu'en face de nous, il y avait le Mont Mounier, dont on va parler juste un peu plus tard. Alors dans les autres listes de courses, il y avait un autre phénomène qui est récurrent tous les ans, hein, ce sont les pluies d'étoiles filantes. Donc là, pour faire cette image, il n'y a pas une seule photo. Imaginez, sinon, on aurait été bombardé. Non, là, en fait, vous avez à peu près l'équivalent de 4h30 de photographie. Donc ça se passe au moment des Perséides. Donc les Perséides, c'est la pluie d'étoiles filantes qui a lieu autour du 15 août. Et là, on rentre dans une autre période, là, au mois de décembre. Donc, autour du 15 décembre, vous avez une autre pluie d'étoiles filantes qui est quasiment aussi importante que les Perséides, qui s'appelle les Géminides. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, on est au mois d'août. Donc, je me suis mis uniquement sur la première photo. Donc, le sujet, hein, c'est moi. Et donc là, pendant 4h30, l'appareil a pris des photos en continu. Et ensuite, j'ai sélectionné uniquement les photos sur lesquelles on avait des étoiles filantes. Alors, il y a une autre particularité quand on fait des photos de ciel nocturne, c'est que là, c'est des poses qui sont relativement longues pour capturer suffisamment de lumière. Et j'utilise un petit appareil qui s'appelle une monture équatoriale. Donc, c'est un petit moteur qui va compenser le mouvement de rotation de la Terre. Ce qui fait que si je vise, par exemple, une étoile par ici, et en fait, l'appareil va suivre, va compenser le mouvement de rotation de la Terre et va suivre en permanence cette étoile. Et c'est ce qui me permet d'avoir des étoiles rondes et bien nettes. Sinon, on aurait des choses un peu tiretées, comme on verra dans les diapos qui vont suivre. Et donc là, pendant 4h30, l'appareil photo, il a pris ses photos. Ensuite, j'ai juste sélectionné toutes les images sur lesquelles il y avait une étoile filante et j'ai empilé les images, ce qui fait que ça nous donne un petit peu cet aspect de pluie d'étoiles filantes. Et on voit que ça vient d'un endroit particulier qui est dans le ciel, où on a une constellation, et notamment la constellation de Persée, d'où le nom des Perséides. Il faut savoir que les pluies d'étoiles filantes, donc là, c'est en fait dans sa rotation autour du Soleil, tous les ans, la Terre, elle traverse un nuage de poussière qui a été laissé par une comète, par la queue d'une comète. Et donc, c'est en traversant ce nuage de poussière qu'on a des petits poussières, des petits grains de sable qui nous donnent les étoiles filantes dans notre ciel. Là, c'est une autre photo pour un peu illustrer, on va dire, la place de l'homme par rapport à l'immensité du ciel étoilé. Donc là, c'est une photo post-Covid. Où on s'est beaucoup penché aussi sur. Moi, j'ai beaucoup réfléchi. Et c'est vrai que là, c'était un soir avec un ciel magnifique. J'étais tout seul en montagne. Et donc, il y avait cette voie lactée qui était complètement à la verticale devant moi. Et je lui ai dit, mais là, il y a quelque chose à faire. Et je me suis mis en tout petit par rapport à l'immensité du ciel. Et finalement, c'est pour aussi vous montrer que par rapport à cette immensité du ciel étoilé et de l'univers, on n'est pas grand-chose finalement, et on n'est quasiment rien, quoi. Donc là, on est un peu plus haut, donc sur les lacs de Vins. Alors cette photo, en fait, toutes les photos que vous voyez de Voie lactée, il faut que je m'adapte en permanence aux conditions météo. Parce qu'en gros, dans un mois, quand il y a la Lune, il n'y a pas du tout de... En fait, il est difficile d'observer le ciel. Donc, il faut attendre qu'il y ait
que la Lune soit absente. Donc il y a à peu près une dizaine de jours qui sont favorables sur un mois, dans lesquels voilà, je peux faire des photos de ciel nocturne. Plus après, il ne faut pas qu'il y ait de nuages, il ne faut pas qu'il y ait de vent. Tout simplement parce que les nuages, évidemment, on ne voit pas les étoiles. Et le vent, vu que je travaille uniquement en pose longue, le vent fait vibrer le trépied de l'appareil photo. Et donc, toutes les photos seraient floues. Donc, quand on fait la soustraction de tout ça, finalement, il reste très, très peu de nuits qui sont très favorables pour faire des photographies. Et donc, dès que j'ai tout est réuni, et ben là, j'essaie d'optimiser au mieux mon temps. Et cette photo-là, en fait, elle m'a demandé pas mal de persévérance parce que j'ai dû aller 3 fois sur site. En fait, les lacs de Vins sont tout près de la frontière italienne. Il y a souvent des entrées de nuageuses en fait, qui passent la crête et qui fait que le climat est assez instable. Et malgré les bulletins météo qui vous annoncent un grand ciel bleu, etc., et quelquefois, c'est loin d'être le cas. Et donc là, j'avais en fait, quand je suis monté pour faire cette photo, donc dans l'après-midi, je suis monté, il y a un orage qui a éclaté. Ensuite, alors que la météo annonçait grand ciel bleu. Et le soir, c'était couvert jusqu'à 11h, minuit. Donc là, j'ai dit, c'est peut-être encore chou blanc. Et puis, en fait, je me suis couché pendant 1 heure. Et en fait, pour avoir vraiment cet alignement en fait, de Voie lactée par rapport au lac, c'était vers 2h du matin. J'avais entre 2h et 2h30 du matin pour faire mes images. Et donc, vers 1h du matin, je me suis levé. Et là, je me suis rendu compte que le ciel était limpide. Et donc là, je suis vite monté en altitude. J'avais une demi-heure de marche depuis le refuge là, qui se trouve juste là. Et donc, voilà, j'ai pu faire cette image. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images que vous avez pu voir qui demandent beaucoup de persévérance parce que la météo, les imprévus font qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faciles à faire. Alors là, on voit à nouveau un des sites d'observation astronomique, en tout cas un des sites sur lesquels il y a eu le projet d'installation d'un observatoire et un ensemble de campagnes de mesures encore dans les années 60 qui ont été assez prolifiques à ce niveau-là. En fait, ce qu'on voit là, c'est la réplique. En tout cas, les pylônes qui avaient été installés par les scientifiques pour observer le ciel, avec un instrument particulier pour observer justement faire une pause longue comme ça, avec la ronde des étoiles autour du pôle nord céleste, qu'on voit là, qui est l'axe de rotation de la Terre, en fait, projeté dans le ciel. Tout tourne, en tout cas en apparence, tout semble tourner autour de ce point-là. Et en fait, ce qu'il mesurait avec cet instrument, sur des images qui ressemblaient d'une certaine manière à celles qu'a prises Anthony ici, c'est-à-dire il mesurait l'épaisseur des traits des étoiles pour en déduire une information sur les turbulences atmosphériques. En fait, cet instrument, il faisait partie d'une campagne donc, qui a été faite à la fin des années 60, à l'échelle nationale, qui visait à rechercher le meilleur site d'observation astronomique sur notre territoire national de la France, pour y installer un grand télescope. Donc il y avait un certain nombre de sites et de régions qui avaient été identifiés, la Cerdagne dans les Pyrénées, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, et la Corse, donc en France métropolitaine. Après, il y avait un certain nombre d'autres endroits. Et dans les Alpes-Maritimes, l'observatoire de Nice, qui s'appelait encore comme ça à l'époque, a été en charge de trouver le meilleur site possible sur le département des Alpes-Maritimes. Ils avaient une quinzaine de sites privilégiés. Voilà, dans les vallées de la Vésubie, de la Tinée, notamment l'endroit que nous montrait tout à l'heure Anthony, le Mont des Fourches. Enfin voilà, un certain nombre d'endroits. Et au final, après un certain nombre de critères qu'ils avaient choisis, ils sont arrivés à la cime de l'Aspre, donc qui est dans la haute vallée du Var, au-dessus d'Entrône. Et donc ils ont installé
Alors il y a eu un certain nombre de périodes, mais en tout cas la grosse période d'observation, ça a été de le octobre 1968 à octobre-novembre 1969, où ils avaient installé carrément une station d'observation pour 4 personnes en autonomie, pour être en permanence, été comme hiver, se relayer pour observer le ciel et prendre des mesures, notamment avec cet instrument-là. Et un certain nombre d'autres instruments, une station d'observation météo, un autre télescope, etc. Bon, au final, ils ont fait un peu chou blanc parce que cette année-là en particulier a été exceptionnellement mauvaise en termes de météo, avec un hiver qui a commencé quasiment dès à la mi-novembre et qui a duré jusqu'au mois de mai. Donc quand on dit hiver, alors là, j'ai pas dit, on est à 2450, un peu plus d'altitude. C'est des conditions quasiment polaires. J'avais discuté avec une des personnes qui est encore vivante, qui avait participé à cette expédition, parce que là c'est vraiment une expédition, et qui racontait que l'anémomètre avait été bloqué à 220 km/h. Donc on imagine 220 km/h de vent, plus des températures à -20, -30. On est quasiment dans des conditions polaires. Avec en plus à l'époque, je veux dire, il n'y avait pas les téléphones et les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Donc le seul moyen de communication, c'était le talkie-walkie avec la gendarmerie de Guillaume, qui est quelques kilomètres plus bas, mais qui en fait est très loin d'un point de vue accessibilité à pied. Et donc, alors, juste pour donc cette histoire finalement n'a pas abouti à la réalisation d'un observatoire astronomique tel qu'il était envisagé. Finalement, le télescope en question a été construit à Hawaï à la fin des années 70. Et depuis, donc en fait, ce lieu a été réhabilité. Donc, je vous invite à y aller. Bon, c'est une bonne petite rando, mais c'est accessible. Avec donc les pylônes qui étaient restés. Ils ont réinstallé une fausse lunette, pour le coup, qui est celle qu'Anthony a pris en photo. Et puis ils ont réhabilité le chalet qui avait été utilisé comme chalet d'habitation, à l'intérieur duquel il y a une petite exposition. Ou alors, si vous êtes motivé, et je vous invite à le faire pour observer le ciel étoilé, on peut y coucher aussi, puisque c'est un abri du coup, un abri libre, mais c'est un abri. Voilà. Alors, ce qu'a pas précisé, alors effectivement, ça pointe vers le pôle Nord, en gros vers le nord, vers le nord, et ce qu'on voit ici, c'est juste en fait l'étoile polaire. Qui porte bien son nom. Voilà, donc là, c'est une autre vue de traînée d'étoiles. Alors, les traînées d'étoiles, on va dire que c'est les photos les plus faciles à faire, puisque là, je pose le trépied je pose l'appareil sur un trépied, et ensuite, je fais en fait une succession de 60 photos d'1 minute, qui se succèdent. Il y a pas de pratiquement, il y a 2 secondes entre chaque photo, tout simplement parce que sinon, on aurait un effet complètement pointillé. Et donc, du fait de la rotation de la Terre sur elle-même, les étoiles se déplacent dans le ciel, et c'est ce qui fait qu'en fait, on a cette traînée d'étoiles. Imaginez une voiture qui passe sur une route, et quand on fait une pause longue avec l'appareil photo, c'est pareil, ça fait une traînée de lumière. Là, je fais la traînée de lumière, mais avec les étoiles. Alors, par contre, là, il y a 1 heure de travail sur le terrain, mais derrière, j'ai pratiquement une grosse demi-journée, voire une journée complète de nettoyage de photos. Parce qu'en fait, dans le ciel... Tout à l'heure, Cyril a évoqué Elon Musk. Elon Musk, il a envoyé plein de satellites dans le ciel. Et les satellites, ça fait quoi sur les photos? Ça fait des traînées de lumière aussi. Et donc, il faut gommer, il faut enlever toutes ces traces de satellites un peu parasites. Vous avez aussi, on n'est pas en fait l'aéroport de Nice, donc avec des avions qui partent au moins jusqu'à 11h le soir. Donc, ça veut dire que toutes les photos que vous avez vues auparavant, elles ont déjà été toutes nettoyées, épurées. Sinon, on aurait des traînées de lumière un peu dans tous les sens. Donc, entre les satellites, vous avez les avions. Alors, les avions, ça fait des clignotements vert rouge. Donc, en gros, c'est comme si vous aviez une guirlande au milieu de la photo. Et puis après, vous avez aussi les phénomènes naturels. Donc là, des étoiles filantes. Donc voilà. Du coup, toutes les photos, elles sont épurées, nettoyées, et c'est ce qui donne ce résultat.
Donc là, c'est une autre photographie pour vous montrer un petit peu l'évolution du ciel durant l'année. Donc là, on est vous voyez, il y a la neige. Donc là, c'est le ciel d'hiver. On ne voit pas du tout la même chose. On a en fait cette grande constellation qui s'appelle la constellation d'Orion, avec ici les parties qui sont un peu plus lumineuses, qui sont des nébuleuses, donc qu'on peut observer avec une paire de jumelles. Donc là, c'est facile à trouver. Hein. Vous voyez en fait ces aliments d'étoiles là qui font comme une sorte de 7 là, un peu à l'envers. Et donc ça, vous regardez un peu vers le sud le soir, vous voyez très bien cette formation d'étoiles. Vous regardez sur la partie basse et vous allez voir en fait c'est avec une paire de jumelles, donc une tache un peu floue dans le ciel. Donc voilà, c'est la nébuleuse d'Orion. Qu'on voit depuis Nice. Moi, ça dépend des endroits, hein, mais moi, je la vois depuis mon balcon. Donc, ça veut dire que c'est très, très brillant quand même. Donc là, je suis au lac d'Alos. Donc là, pareil, un bivouac, moins 15 dans la tente. Bon après, voilà, on s'y habitue au froid. Alors, c'était aussi dans la liste de courses. Cyril m'avait dit, écoute, s'il y a une comète, ça serait bien. Et il y a une comète. En fait, j'avais des photos de comètes donc, qui dataient de 2018. Donc, on a eu la comète Neowise, qui était spectaculaire. Et alors, cette photo, c'est une photo qui est vraiment collector, parce qu'en fait, il y a deux phénomènes exceptionnels dessus. Donc, vous avez la comète. Donc, une comète de cette ampleur, on a eu, alors je ne me rappelle jamais de son nom, mais Tsuchichan, non, c'est pas quelque chose comme ça, là, cette année, mais qui était beaucoup moins spectaculaire. Et puis, on a cette formation un peu bizarre de nuages. Donc là, il faut imaginer qu'il est 2h30 du matin. Et donc, c'est nuit noire. Hein. Sauf que derrière moi, il y a la Lune qui est en train de se coucher. Donc la Lune, elle éclaire légèrement les montagnes ici. Et puis, donc là, on est début, je crois que c'était fin juin. Et donc là, on a en fait des nuages qui sont iridescents. C'est des nuages noctulescents, ça s'appelle. Et donc, ce sont des particules de glace de très très haute altitude. Donc, en anglais, ça s'appelle mesoclouds. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, ces nuages, voilà, ils sont vraiment dans les plus hautes couches de notre atmosphère. Donc, normalement, ils se forment au niveau des pôles. Et c'est très très rare quand on peut les observer depuis chez nous. Et là, il faut imaginer que là, je regarde un peu vers l'ouest et le soleil, il est vraiment sous l'horizon. Sauf qu'en fait, les rayons du soleil, ils éclairent vers le haut. Et donc, ils éclairent ces particules de glace. Et à l'œil nu, on a l'impression de voir comme l'onde d'un lac. Donc, en fait, ça ondule en permanence. Et donc là, il a fallu un petit peu bien régler l'appareil photo. Parce que si je faisais une pause trop longue, ça lissait un petit peu tout le phénomène, ce qui fait qu'on n'aurait pas eu du tout ce détail, ça aurait été tout lisse. Et voilà, donc là, c'est les nuages noctulescents avec la comète Neowise. Donc là, c'était objectif rempli. Oui, puis double objectif, parce qu'en fait, dans la liste, il y avait à la fois les nuages noctulescents et la comète, donc il a fait 2 en 1. Et en fait, alors, c'est vrai qu'on appelle ça nuage, parce que vu du sol, effectivement, on a l'impression que c'est vraiment des structures nuageuses. Mais en vrai, il ne faut pas s'imaginer ça comme les nuages habituels. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, les nuages, ceux qu'on voit habituellement, ils sont dans la couche qu'on appelle la troposphère, qui est vraiment la couche majoritaire de l'atmosphère dans laquelle se passent tous les phénomènes météorologiques habituels, qui sont entre 0 et 10-15 km d'altitude. Là, on parle de particules de glace qui sont environ une cinquantaine, entre 40 et 50 km d'altitude, donc plus dans la stratosphère, là où il y a justement la fameuse couche d'ozone. Et pour donner un autre ordre de grandeur, en gros, on considère que l'épaisseur de l'atmosphère, c'est une centaine de kilomètres. Donc là c'est vraiment très haut dans l'atmosphère, et c'est pour ça que, comme le dit Anthony, c'est suffisamment haut pour que, même si le soleil est très bas sous l'horizon, ça puisse éclairer ces particules et donc donner l'impression que c'est comme des nuages. Donc là, on a vu des photos prises en fait avec un simple appareil. Donc là, c'est pris à travers un télescope. Donc c'est voilà une galaxie qui pourrait ressembler, qui ressemble probablement à la nôtre. Voilà, donc il y a plusieurs milliards de kilomètres de chez nous.
Tout à l'heure, là, je vous ai parlé de en fait, la constellation d'Orion. Donc, au télescope, quand on regarde un peu ça, eh ben, on voit ce type de choses. Alors, au télescope, hein, si on regarde à l'œil nu, on verrait tout en noir et blanc, évidemment. Mais voilà, l'appareil photo lui permet de capturer les couleurs. Et donc, on voit différentes nébuleuses. On voit la grande boucle qu'on voyait tout à l'heure, là, qui s'appelle la boucle de Barnard. En fait, c'est une boucle de gaz. Là, en fait, il faut imaginer la constellation d'Orion qui est vraiment immense. Hein. Voilà. Et donc là, on a la boucle lumineuse là, enfin de gaz là, qui fait le tour, qui s'appelle la boucle de Barnard. Et puis là, on voit 2 nébuleuses. Donc la nébuleuse à tête de cheval, donc, elle porte bien son nom parce que si on pouvait zoomer dans l'image, on verrait que ça ressemble à une tête de cheval. Et puis la nébuleuse de la flamme. Donc là, on a l'impression de voir une flamme. Donc là, ce sont par contre des photographies qui demandent beaucoup plus de travail, un bon ordinateur également. Tout simplement parce que là, en fait, les lumières sont très très faibles. Donc c'est plusieurs heures d'accumulation d'images. Donc pour faire cette photo, je crois que j'avais il y a 3h30 de photos à peu près, en continu, en pause longue, donc des pauses d'1 minute pendant 3h30. Et ensuite, l'appareil photo, l'ordinateur avec des logiciels un peu spécialisés va recomposer toute l'image. Et donc là, sur 3h30 de photo, vous avez peut-être encore une grosse demi-journée de calcul de l'ordinateur pour reconstituer l'image comme il faut. Et ensuite, il y a aussi, après, moi, le travail que je fais sur la photographie avec le travail sur les contrastes, les couleurs, hein, c'est couleurs vraies, mais en tout cas, le travail sur les contrastes et puis les détails pour vraiment vous faire ressortir toute l'image. On arrive à la fin de notre voyage étoilé. Donc le matin, effectivement, quand on dort un peu dehors, on a aussi des très très belles ambiances. Donc là, avec des effets de brume et puis des lumières un peu rasantes quand le soleil se lève. Alors là, au milieu de la photo, si je ne me trompe pas, on voit la cime de l'Aspre. Ouais. Voilà, qui est l'endroit sur lequel tout à l'heure on voyait les pylônes les pylônes en béton et puis la lunette qui pointait le pôle Nord céleste. Voilà, donc ça c'est pas le matériel que je trimballe sur mon dos. Ça, c'est le matériel qui sert à photographier le ciel profond, donc la galaxie, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis précédemment, et puis la constellation d'Orion. Donc là, un télescope. Alors, c'est un gros télescope. Hein, ça fait, à mon avis, tout monté, ça doit faire au moins dans les 30 à 40 kilos, si c'est pas plus. Et puis l'appareil photo est monté en fait à l'endroit où on regarde. Hein. Donc voilà, il y a une bague d'adaptation. Et puis après, il y a tout en fait, ça c'est ce qu'on appelle la monture équatoriale. Donc c'est ce moteur qui sert à compenser le mouvement de la Terre et qui suit les étoiles. Et donc quand je suis en montagne, j'ai une version nomade, donc qui est beaucoup plus légère, donc qui supporte jusqu'à 5 kilos. Mais ça reste quand même, il y a du poids à traîner, plus après un petit peu tous les objectifs qui est pour procéder aux photographies. Donc toutes ces photos et puis le travail commun qu'on a fait ensemble, ça nous a conduit donc à la réalisation de ce livre L'empreinte du ciel étoilé, qui n'est plus une nouveauté, mais qui
Et voilà, donc ça termine notre diaporama. Donc on va peut-être rallumer les lumières. Merci.